doit viser constamment à être au meilleur de soi-même. C'est ça. Faire soi-même sa destinée personnelle. Être le meilleur de ce qu'on peut être. On m'a dit que vous avez des questions. J'ai mangé beaucoup de temps, hein. Ah, en plus des questions écrites. Il attendait patiemment. Madame la ministre, les gens dans les prisons, plus particulièrement les jeunes, ressortent très souvent avec une plus grande haine de la société qui conduit régulièrement à la récidive. Que proposez-vous par rapport à ce problème? Ça me rend très lourd. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les prisons? Comme j'ai mangé beaucoup de temps, je regroupe les questions et je réponds. Il n'y en a pas d'autres sur les prisons? Enfin, ça rejoint un peu. Oui. Alors, comment travaillez-vous avec le ministre de l'Intérieur afin de réduire le taux de délinquance et de récidive dans les zones urbaines sensibles? Il n'y en a pas d'autres? Oui. Il y a aux prisons aussi? Il semblerait qu'il y ait une évolution dans la politique judiciaire en matière de peine alternative à la prison. Que pensez-vous des mesures de ce type que l'on peut voir dans les pays anglo-saxons, comme l'exemple des panneaux aux États-Unis, qui visent à punir par l'humiliation? Il y a 2 ou 3 questions plus réjouissantes. Bon, nous allons répondre les autres plus réjouissantes tout à l'heure. Je vais répondre à ces 3 questions. Ça ne vous déprime pas quand même? Non. Mais c'est très généreux de votre part de vous préoccuper de ces questions-là. Alors vous savez que la plupart de nos établissements pénitentiaires, je peux dire prison, je dis établissement pénitentiaire, c'est pareil, c'est un générique. Parce qu'il y a des maisons d'arrêt, il y a des établissements pour mineurs, il y a des centres de détention, il y a des catégories différentes selon la durée de la peine, selon le profil, il y a des quartiers de femmes, donc disons prison ou établissement pénitentiaire. Vous disiez que les personnes qui sortent de prison souvent sortent avec la haine de la société. C'est exact. Que peut-on faire contre cela? D'abord, donner un sens à la peine. C'est-à-dire que lorsqu'on est en prison, c'est qu'il y a eu un jugement. Le jugement a été prononcé par un magistrat qui a regardé quel acte avait été commis, selon quelles circonstances, et les raisons pour lesquelles cette personne a commis cet acte. Et parmi ces raisons, il y a ce qu'on appelle la personnalité de l'auteur. L'auteur de ces faits, en général, est défendu par un avocat qui va expliquer les circonstances, les raisons. Et le juge, donc, va apprécier par rapport au code pénal quelle peine il doit prononcer pour que cette personne répare d'une certaine façon ce qu'elle a fait. Il y a des peines, alors les peines peuvent être courtes, ou moyennes, ou longues, selon la gravité de l'acte. Notre code pénal permet que lorsque l'acte appelle une peine courte, on fasse ce qu'on appelle un aménagement de peine. Ça rejoint un peu votre question. Mais parmi les aménagements de peine, il n'y a pas les panneaux d'humiliation. Hein. Parce que s'il y a quelque chose à éviter, c'est l'humiliation. Une société civilisée, c'est une société qui organise, comme je disais tout à l'heure dans une démocratie, il y a les règles, on les connaît. Une société civilisée, c'est une société qui organise la sanction. Elle n'organise pas que ça, mais elle organise la sanction. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a fait comme une faute, elle est punie selon la gravité de cette faute. Parfois, plus s'il y a ce qu'on appelle les circonstances aggravantes, mais ça c'est prévu dans le code, ou moins s'il y a des circonstances atténuantes, c'est-à-dire que s'il y a des éléments qui permettent de mieux comprendre, en tout cas de comprendre un peu pourquoi cette personne a accompli cet acte. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'humiliation, parce que cette personne reste une personne, et qu'on n'a aucune raison d'attaquer sa dignité. Au contraire, c'est d'ailleurs la rappeler elle-même à sa propre dignité que de lui dire il y a des lois, ce que vous venez de faire est interdit. Nous estimons que vous êtes en capacité de comprendre que c'est interdit et que ça mérite telle sanction. Donc la sanction est au contraire
une convocation de la dignité de la personne en disant mais vous ne faites pas les choses sans réfléchir, vous n'êtes pas irresponsable, ce que vous avez fait mérite telle sanction. Et comme pour l'incarcération, cette personne est enfermée, il est nécessaire de faire en sorte qu'elle puisse sortir dans les meilleures conditions. Parce qu'effectivement, si on prononce une peine de 3 mois, de 6 mois, de 2 ans, de 5 ans, la personne va bien sortir. Si c'est pour 5 ans, elle va sortir. Ça n'a aucun sens de faire comme si, lorsque une peine d'incarcération était prononcée, que la personne est jetée aux oubliettes. Donc c'est se comporter de façon responsable au niveau de l'État que de faire en sorte que la personne soit préparée à la sortie. La préparation à la sortie se fait par de l'éducation, de la formation, par des activités, par l'indemnisation des victimes, parce que dans l'acte qui a été perpétré, parfois il y a une ou plusieurs victimes, donc l'indemnisation des victimes. Ça peut se faire donc par la formation, y compris la formation professionnelle, et ça se fait aussi par la préparation à la sortie, c'est-à-dire qu'on peut décider, mais la loi le permet vraiment, que un certain reliquat de peine, c'est-à-dire les derniers mois de peine qui restent, au lieu de faire la personne arriver jusqu'au dernier jour de sa peine, la faire sortir, par exemple, 6 mois avant, mais accompagner, c'est-à-dire qu'il y a un conseiller qui reste en contact avec cette personne, qui l'accompagne, qui est un relais, hein, que cette personne peut appeler, de la même façon que cette personne peut appeler aussi le juge d'application des peines, dans sa recherche de logement, dans sa recherche d'emploi, dans sa resocialisation, hein, la nécessité de retisser des liens, parce que parfois les liens sont rompus, y compris avec la famille, pendant le temps de détention. Donc le travail que je fais et les changements que j'introduis, c'est que d'une part on accentue les efforts pour préparer les détenus à la sortie, pour faire en sorte qu'à la sortie, effectivement, ils ne soient pas en situation ou en condition pour recommencer, récidiver. Donc, pendant le temps de détention, faire que le temps de détention soit un temps utile, pas un temps perdu. Un temps perdu à ne rien faire, à ressasser de la rancœur, à se mettre à détester tout le monde, parce que ça devient une condition de survie que de détester tout le monde. Là, un détenu qui est dans une situation pareille, il sort dans les pires conditions, dans le pire état d'esprit. Donc il faut que pendant le temps de détention, il soit accompagné, suivi, de façon à ce qu'à sa sortie, il soit en capacité de reprendre pied dans la société. Donc je veille à ce qu'il y ait suffisamment de personnel et suffisamment de moyens pour que ce temps de détention soit aussi un temps d'accompagnement. Ça n'est pas simple parce que nous avons de la surpopulation carcérale. Dans la plupart de nos établissements pénitentiaires, il y a beaucoup plus de détenus qu'il n'y a de places. C'est pour ça que dans des petites cellules, il y a parfois 3 détenus, 4 détenus. Il y a parfois, dans de vieilles prisons qui sont de vieux établissements vétustes, il y a parfois de grandes salles où il y a 10, 11 détenus qui dorment là. Ce sont des conditions indignes. Parce qu'un détenu doit être sanctionné pour la faute qu'il a commise, pour le délit, pour le crime. Il n'y a pas lieu de lui enlever, de lui dénier sa qualité d'humain, d'être humain. Donc l'indignité dans les prisons n'est pas acceptable, parce que dans les prisons, ce sont des êtres humains. Donc il nous faut faire en sorte que les peines qui peuvent être aménagées soient aménagées, parce que les peines aménagées ont une charge éducative plus forte. Lorsqu'on condamne quelqu'un à un travail d'intérêt général, on lui fait comprendre qu'il a fait une bêtise, qu'il a transgressé une loi, il peut réparer en faisant gratuitement un travail qui sert à la société. La charge éducative est plus forte que le fait de l'enfermer, même pour 15 jours ou 3 mois. Donc les aménagements de peine, ça peut être le travail d'intérêt général, ça peut être le bracelet électronique, ça peut être la libération conditionnelle. Il y a des façons d'éviter l'incarcération, mais pas en disant vous avez fait une faute, c'est grave, mais on vous laisse en liberté. Non, vous avez fait une faute, voilà le niveau de gravité, voilà ce que prévoit la loi. La loi prévoit éventuellement tel temps d'incarcération, mais elle prévoit aussi la possibilité d'aménager, au lieu d'aller en prison, de faire autre chose à la place. Et ça aide davantage effectivement à reprendre pied dans la société.
Donc, je répète simplement la réponse que j'ai déjà faite à Laurent Baquet, je vous tremble la poser. C'est vous, il me semble. C'est bien ça? Non, pas d'humiliation. Au contraire. L'humiliation contribue justement à nourrir la rage, mais surtout elle est absurde, elle n'est pas fondée, elle est de la barbarie. Humilier juste pour humilier, ça n'est pas acceptable. Et puis en plus, les États-Unis sont une très mauvaise référence. Enfin, vous avez raison de faire la référence aux États-Unis parce qu'il y a une culture de la prison qui est assez particulière. Là où c'est une mauvaise référence, pas de la faire, mais il ne faut pas que nous on la prenne, voilà. Pas que la France la prenne comme référence, parce que la France, par exemple, a encore conservé la prison comme une responsabilité régalienne, c'est-à-dire qui relève de la responsabilité de l'État. Et c'est normal parce que la prison, c'est une privation de liberté. C'est l'État, c'est le pouvoir public, c'est la puissance publique, au sens du bien commun dont je vous parlais. Au sens où l'État, c'est vous. L'État agit en votre nom. Donc, c'est l'État qui doit s'occuper et prendre en charge des privations de liberté. Alors qu'aux États-Unis, les prisons sont très largement confiées au secteur privé. Ils font l'objet de gestion privée. Il y a des tentations qui commencent ici. Hein. Il y en a. Bon, je suis en train de freiner là, des quatre fers. Vous m'avez demandé précisément, mademoiselle comment travaillez-vous avec le ministre de l'Intérieur? Ah oui, de l'Intérieur. Pour réduire le taux de délinquance et de récidive dans les zones urbaines sensibles. Je crois que vous avez déjà observé qu'il y a un travail continu entre le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice. Nous avons choisi, M. Valls et moi-même, de travailler ainsi, tout en sachant et en indiquant clairement que nous n'avons pas la même mission, nous n'avons pas la même responsabilité. Le ministère de l'Intérieur est chargé de l'ordre public et de l'exercice des libertés publiques. Donc les manifestations, tout ce qui peut se passer sur la place publique. Le ministre de la Justice, le ministère de la Justice a une mission constitutionnelle. Je suis en train de faire exploser le programme. Vous serez privé de déjeuner. C'était ça la marge, non? Si vous voulez déjeuner à la cantine, vous gagnerez du temps, mais ça sera moins bien. Pas sûr, mais si vous m'invitez, je viens volontiers, monsieur le professeur. Donc, la mission justice est une mission constitutionnelle, donc définie par la Constitution, et qui consiste à veiller sur les libertés individuelles, les libertés de chacun d'entre nous, veiller sur vos droits, veiller aussi sur vos obligations. C'est ça que la responsabilité de la justice, c'est le code civil, le code des personnes, le code des droits, des libertés, le code de la famille, le code des contrats, le code des obligations, de la propriété, c'est le code civil, le code du ministère de la Justice. Le code pénal, sanctionner les fautes, les délits, les crimes, sanctionner, c'est le code pénal. Et puis nous avons un code de procédure civile, un code de procédure pénale. Vous savez ce que c'est que les codes de procédure? Ce sont d'une certaine façon les codes de méthode. C'est la façon d'appliquer ce qui est prévu dans le code pénal, le code de procédure pénale. Et le code de procédure civile, c'est la même chose, c'est la façon d'appliquer ce qui est prévu dans le code. Donc, nos responsabilités sont différentes, mais elles sont liées. Donc, chacun de nous assume sa responsabilité, mais nous travaillons ensemble, parce que autant je dois travailler justement à prévenir la récidive, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà été condamnées, qui ont déjà exécuté une peine et qui peuvent être en situation ou en volonté de récidiver, je dois prévenir la récidive. J'ai expliqué tout à l'heure par un certain nombre de moyens. J'ai en plus lancé une conférence de prévention de la récidive parce que je pense qu'on peut réfléchir encore aux peines, à la façon de prononcer un jugement. Enfin, pas la façon de prononcer un jugement, au contenu du jugement. Il y a d'autres façons de punir. Voilà. Je pense qu'on peut imaginer plus intelligemment encore des façons de punir. C'est à ça que servira ma conférence de consensus pour la prévention de la récidive. Donc, pour ce qui concerne la prévention de la délinquance, la police et la justice travaillent ensemble, chacun dans son domaine, parce que déjà, il y a des réunions qui rassemblent la police et la justice, qui sont présidées par le préfet et par le procureur de la République.
Il y a un fonds qui s'appelle le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, où sont concernés le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, mais aussi la ministre des Affaires sociales, par exemple, le ministre de la Ville aussi. Parce que pour prévenir la délinquance, il y a des tas de gens qui parlent pour prévenir la délinquance, mais comment on la prévient la délinquance? Pas par une boule de cristal. Prévenir la délinquance, c'est assurer de la présence publique dans les territoires. Là où, par exemple, dans des quartiers ou dans des villes ou des demi-villes, ou des moitiés de villes plutôt, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de commissariat, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de permanence de services sociaux, il n'y a plus d'éducateurs. La délinquance prospère plus facilement. Il faut de la présence sur l'ensemble du territoire. Et là où on a laissé se développer un certain nombre de trafics, là aussi, il y a de la délinquance. Et elle s'étend. Donc il faut combattre, mais il faut aussi faire en sorte que la délinquance ne s'installe pas. Il y en a qui pensent que le seul moyen, c'est la vidéosurveillance. La vidéosurveillance est utile à certains endroits, pour certaines choses. Mais on ne doit pas mettre tout le territoire sous vidéosurveillance. C'est mieux d'occuper l'espace public, de faire en sorte qu'il y ait de la vie, et les maires participent à cela, les présidents de région participent à ça avec leur politique culturelle, les présidents de conseils généraux participent à cela, l'État aussi, bien entendu, il y a à occuper le territoire. S'il y a des cinémas, s'il y a des musées, s'il y a des bibliothèques, s'il y a de la circulation, s'il y a de l'activité, s'il y a des concerts, s'il y a évidemment un commissariat de police, on prévient mieux la délinquance. Donc nous travaillons ainsi à prévenir la délinquance par la surveillance bien entendu, mais aussi par de la présence et par de la vie. Donc ça veut dire aussi que les politiques urbaines doivent être pensées pour éviter un isolement. De la même façon que votre proviseur et vous, je pense, et vos enseignants sont fiers de la mixité sociale qu'il y a ici, il faut qu'il y ait de la mixité partout. Il faut que des gens de milieux différents, d'activités différentes vivent ensemble. Il faut qu'il y ait des centres-villes. Il faut qu'il y ait des lieux où les gens puissent se retrouver, se rencontrer. Pas seulement des bars d'immeubles où les gens rentrent dormir. Il faut des lieux de vie. Donc il faut aussi penser l'espace urbain. Hein, et c'est ce que font les maires. Les autres questions? On prend une rafale de 3. Moi, c'est une question qui va être assez longue à répondre. Ah, ça c'est la catastrophe. Hein. À chaque fois, elles sont courtes à répondre. Je mets une demi-heure. Donc, en France, le problème de l'indépendance de la justice est un débat qui est récurrent. Quel est votre avis sur ce débat Je comprends que ce soit long à répondre. Je vous ai même promis une séance spécifique là-dessus. Je vois ce qu'il y a d'autres comme questions. Vous en avez une aussi encore? En ce qui concerne la loi sur le mariage pour tous et compte tenu des rapports sociaux actuels, pensez-vous que la société, pour cette loi, a suffisamment devancé le droit ou au contraire, est-ce que la loi peut faire évoluer les mentalités? Ça c'est, oui, c'est une vraie belle question. La vôtre aussi d'ailleurs. Toutes les questions sont belles d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Après avoir assisté à un procès en cour d'assises, nous nous sommes interrogés sur la formation que peut recevoir un juré qui va décider du sort d'un accusé avant un procès. Ces formations sont-elles suffisantes? Oui, il y en a d'autres? Juste pour savoir. Alors, nous pensons que la jeunesse devrait être davantage sensibilisée. Avez-vous pensé à un projet concernant l'éducation de la justice à l'école? Par exemple, l'heure que je viens de passer là. Plus de questions? Si. Qu'allez-vous faire pour donner plus de moyens aux juges des enfants afin qu'ils puissent appliquer des sanctions plus répressives puisque le manque d'effectifs les en empêche? Le manque d'effectifs empêche les juges d'être plus répressifs? D'appliquer des sanctions plus répressives. On va y venir, on va y revenir. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, on va se débrouiller avec ça, c'est pas mal déjà. Je peux vraiment répondre? Comment? J'ai 5 minutes? Qui a décidé ça?
On a 10 minutes maximum. C'est vous qui faites le service. Le mariage. Moi, je pense que, en fait, il y a un va-et-vient. C'est-à-dire que l'État n'est jamais en capacité d'imposer quelque chose que la société globalement refuse. Jamais. Il peut y avoir des débats, il peut y avoir des tensions, c'est le cas pour le mariage, hein, et il y en aura ces prochaines semaines. Il peut y avoir des désaccords, mais si 99% de la société n'est pas d'accord, l'État n'arrive pas à imposer. Mais l'État ne cherche pas à imposer dans une démocratie. Et c'est de convaincre d'abord. Il n'empêche qu'un État démocratique et des responsables politiques qui ont une conception du progrès doivent avoir le courage aussi de parler à la société. C'est ce qui s'est passé en 1981. La majorité de la population, par sondage en tout cas, était opposée à l'abolition de la peine de mort. Le président de la République, il était encore candidat, M. François Mitterrand, a pris le risque de perdre les élections en disant, malgré le fait que les sondages disent que 63% de la population sont opposés à l'abolition de la peine de mort, si je suis élu, j'abolirai la peine. Ça s'appelle du courage politique et du courage moral. Une société évoluée, une société de progrès, une société qui a une pensée sur la vie, sur la liberté, sur l'intégrité de l'être humain, considère que la peine de mort est une barbarie et que la peine de mort ne peut pas être appliquée par l'État. Il le pensait profondément, il l'a dit avant les résultats des élections. Ça s'appelle du courage politique. En toutes circonstances, les responsables politiques doivent avoir du courage politique, y compris lorsqu'ils risquent de perdre des élections. Et lorsque un responsable politique est persuadé qu'une réforme est une réforme de progrès, c'est-à-dire qu'elle fait évoluer l'être humain individuellement, mais aussi dans la vie collective, il doit avoir le courage de l'expliquer. Le mariage qui sera ouvert aux couples de même sexe est une réforme d'égalité. Nous savons tous qu'il y a des couples de même sexe qui vivent dans notre pays. Nous savons tous qu'il y a des couples de même sexe qui élèvent des enfants. Aujourd'hui, les couples de même sexe, ils peuvent soit s'installer en concubinage, soit souscrire un contrat qui s'appelle le PACS. Les couples hétérosexuels peuvent soit s'installer en concubinage, soit conclure un contrat qui s'appelle le PACS, parce que finalement le PACS était fait pour les couples de même sexe. Aujourd'hui, 94% des couples pacsés sont des couples hétérosexuels. Donc les couples hétérosexuels ont eu accès à un contrat qui avait été pensé pour les couples homosexuels. Et la troisième possibilité, c'est le mariage, qui est une institution, qui est encadrée dans le Code civil, précisément. Le Code civil définit les droits, il définit les obligations, il définit les conséquences, il définit la filiation. Ce mariage, qui est une institution, est ouvert aux couples hétérosexuels, il n'est pas ouvert aux couples homosexuels. La réforme envisage de l'ouvrir aux couples homosexuels. C'est une réforme d'égalité. Ce n'est pas une réforme banale, et qui choque certaines personnes, qui étonne, qui peine certaines personnes. Mais notre responsabilité politique, c'est d'expliquer que c'est un acte d'égalité qui permettra à tous ces couples homosexuels qui existent déjà de se retrouver dans un cadre juridique construit, qui existe lui déjà dans le Code civil, et qui permettra à ces enfants qui sont élevés déjà dans ces couples-là d'avoir une sécurité juridique et familiale. Donc ça, nous prenons le temps d'expliquer aux personnes qui ont le sentiment que leur conception du mariage est bafouée, que ce n'est pas ainsi qu'ils voient la famille. Voilà, nous devons prendre le temps de l'expliquer. Donc, il y a du va-et-vient. Parfois, la société pousse, parfois, le pouvoir politique tire. Mais souvent, ça se nourrit l'un l'autre, parce que le pouvoir politique, il a intérêt, et c'est sa culture, normalement, d'écouter la société. Et la société, elle est en capacité d'être attentive et d'entendre le pouvoir politique défendre une réforme. On va voir ce qui va se passer pour le mariage.
Pour l'indépendance de la justice, je vais essayer de revenir vraiment, mais je vous dis en quelques mots. Aujourd'hui, donc nous avons un Conseil supérieur de la magistrature, vous connaissez tout ça? C'est ce que je crains, en fait, je crains d'utiliser des tas de concepts qu'il faut prendre le temps d'expliquer. C'est pour ça que je pense que ça demande du temps. Donc si tout le monde ne sait pas ce que c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, il faut que je l'explique. Après que j'explique l'avis conforme, après que j'explique pourquoi la nomination définitive se fait par le président de la République, que j'explique ce que c'est qu'une transparence, que j'explique... C'est juste pour ça que ça prend du temps. Parce que je ne veux pas vous parler un charabia. Hein, vous comprenez? Bon. J'essaie de vous dire les choses clairement néanmoins. Donc je rappelle que dans la Constitution, c'est une autorité judiciaire. Et le président de la République est garant de l'indépendance de cette autorité judiciaire. Ça veut dire quoi l'indépendance? En fait, il faut s'assurer que le juge peut être impartial. Et il faut s'assurer que tous les justiciables soient traités à égalité. Le juge impartial, ça veut dire que ça n'est pas ni le ministre de la Justice ni le Premier ministre qui appelle un juge pour lui dire c'est comme ça qu'il faut juger. C'est le code pénal qui dit comment. Le code de procédure pénale dit comment on applique. Le code civil, parce qu'il y a de la justice civile qui est d'ailleurs plus importante, hein, 70% de l'activité judiciaire, la justice civile. C'est-à-dire les questions familiales, divorce, garde d'enfants, questions de logement, d'endettement, de surendettement, les pensions, l'aide sociale, le handicap, ça c'est la justice civile. C'est le code qui dit, dans telle situation, voilà la réponse. Donc le juge impartial, c'est un juge qui va juger en fonction du code et en conscience, parce qu'il prononce ses jugements au nom du peuple français. Et le pouvoir politique n'a pas à interférer là. L'indépendance, c'est ça, c'est assurer l'impartialité du juge. Pour qui? Pour le justiciable. Pas pour le juge, pour le justiciable. Et s'assurer que tous les justiciables sont traités de la même façon, c'est faire en sorte aussi que le pouvoir politique ne puisse pas dire attention, vous avez un dossier qui concerne un copain à moi, donc ce serait bien de ne pas traiter ce dossier-là. Donc il faut que le juge soit indépendant pour qu'il n'y ait pas trop de fils qui lui disent de ne pas traiter ce dossier. C'est ça l'enjeu de l'indépendance de la justice. Et pourquoi je dis que l'indépendance est quelque chose de particulier? C'est que les juges, ils rendent la justice au nom du peuple français. On ne peut pas simplement dire chaque juge fait comme il veut. Donc le juge de Mont-de-Marsan, non, on ne va pas prendre l'exemple ici, que le juge de Dax, je crois qu'il y a des magistrats de Dax, ils restent avec nous. Bon, je prends juste un lieu qui vous parle. En tout cas, il ne faut pas que au sud et au nord, on rende la justice différemment. Or, les juges, à leur parcours, ils ont une formation commune, puisqu'ils sont formés à l'École nationale de la magistrature, ils font des stages en juridiction, mais il n'empêche que chacun a ses sensibilités, sa formation, sa culture, son parcours. On ne peut pas permettre que tous ces éléments puissent intervenir, influencer d'une façon ou d'une autre la façon de rendre la justice. Par conséquent, il faut une responsabilité au-dessus de cela. Donc il ne faut pas d'interférence, mais il faut une responsabilité au-dessus de ça. Et cette responsabilité, c'est l'exécutif, par l'intermédiaire du garde des Sceaux, qui rédige des circulaires de politique pénale. Et les magistrats doivent tenir compte de ces circulaires de politique pénale, même si mais tout garde des Sceaux doit le faire, leur ouvre un espace pour adapter cette politique pénale à leur territoire local. Adapter comment? Non pas pour changer les règles des jugements, des procédures des jugements, mais simplement pour tenir compte, par exemple, de la délinquance particulière qu'il y aurait sur leur territoire. Mais il faut qu'il reste une puissance publique qui soit responsable de la politique pénale sur l'ensemble du territoire. C'est la condition pour que tout justiciable soit traité de la même façon où qu'il se trouve sur le territoire. C'est en ce sens que l'indépendance de la justice est un peu subtile. Il faut assurer l'indépendance pour que les juges fassent leur travail selon les lois, mais en même temps, il faut assurer l'unité de la mission judiciaire sur l'ensemble du territoire, et c'est pour ça qu'on ne peut pas la laisser s'éclater d'une juridiction à l'autre.
d'un ressort à l'autre. Qui m'interrogeait ici? C'était sur quoi encore? Ah oui, sur les jurés. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il est bon qu'il y ait des citoyens dans les juridictions. Il est bon que les citoyens participent à l'acte de justice, à l'œuvre de justice. Donc c'est bon que les citoyens soient associés. C'est le cas d'ailleurs chez le juge des enfants. J'ai une question sur les juges des enfants. C'est le cas d'ailleurs pour la juridiction qui juge les enfants. Il y a des assesseurs. Ce sont des citoyens qui participent à la procédure et au jugement. Donc c'est bon. Mais effectivement, il faut qu'ils soient formés. Et il y avait une expérience qui a commencé à la Cour d'appel de Dijon et à la Cour d'appel de Toulouse, où on a associé les assesseurs à l'œuvre de justice au niveau des tribunaux correctionnels et arrêté l'extension de façon à évaluer l'expérience qui est conduite actuellement depuis bientôt 1 an à Dijon et à Toulouse. Donc je fais procéder, ça fait déjà plusieurs mois que par étape, je fais regarder comment ça se passe, est-ce que c'est plus efficace pour la justice? Jusqu'à maintenant c'est moins efficace. Donc je vais regarder très précisément comment l'expérience d'1 an pourra améliorer éventuellement le fonctionnement de la justice. Si c'est le cas, je vais étendre l'expérience. Si ça n'est pas le cas, je vais voir s'il y a nécessité soit de l'aménager, donc de l'améliorer, soit d'arrêter ce dispositif. Mais en continuant à penser qu'il est bon que les citoyens soient dans les juridictions, mais il faut que ce soit plus efficace. Si ça retarde les procédures, si ça allonge les audiences, si ça rend moins efficace, si au niveau des peines prononcées, des jugements formulés, on se rend compte que ça n'est pas mieux, il faut, comme vous disiez, travailler à la formation de ces assesseurs pour des choses vraiment efficaces. Parce que quand ça n'est pas efficace, c'est comme le justiciable qui trinque. Sur les juges des enfants, alors pourquoi vous voulez que les juges des enfants prononcent des sanctions plus répressives? Vous êtes persuadé que la sanction plus répressive évite la récidive? Je pense, vous avez répondu. D'une façon générale, ce qu'il faut retenir, c'est que la justice des mineurs est encadrée par l'ordonnance de 1945, qui a été modifiée plusieurs fois. En 1945, il ne faut pas croire que depuis 1945, personne n'y a touché. On y a même trop touché. Donc c'est une ordonnance qui établit un certain nombre de principes précis. Parmi ces principes, il y a ce qu'on appelle la primauté de l'éducation. C'est-à-dire que concernant les mineurs, toute sanction doit être éducative. On doit prendre une mesure d'éducation en priorité, mais si l'acte perpétré justifie une sanction, il faut que cette sanction soit éducative. Pourquoi? Parce que les mineurs sont des mineurs. Parce que souvent vous voulez des mécaniques, vous n'avez encore rien compris à la vie. Vous faites semblant de tout savoir, mais vous avez des tas de choses à apprendre. Donc il vous arrive de prononcer des paroles ou d'accomplir des actes, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des actes délinquants, mais qui sont des actes d'adolescents, 10 ans après, vous direz, comme vous avez fait comme gamin ou gamine, 10 ans après, vous dites, bon, ce jour-là, je n'étais pas inspiré. Donc la responsabilité de la société, c'est d'avoir conscience que vous êtes jeune, que les jeunes sont jeunes. C'est une la palissade, mais les jeunes sont jeunes. Ça veut dire qu'ils sont en devenir. Ils sont dans un moment de la vie où ils avancent. Donc lorsqu'ils font des bêtises, on doit leur dire que c'est une bêtise. On ne doit pas les excuser. On doit leur dire que c'est une bêtise. Et on leur dit, dans la société, telle qu'elle fonctionne là, pour être sûr que justement vous pouvez avoir votre place dans la société, pour être sûr justement que la société peut vous protéger, quand vous faites une bêtise pareille, ça mérite du temps. Et cette sanction est appliquée. Mais on veille pour les mineurs en particulier à la compréhension de la sanction. Lorsque vous me disiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait pour les gens incarcérés, pour les adultes, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils ont été punis. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils passent un temps en incarcération et qu'après il faut qu'ils retrouvent leur marque dans la société. Pour les mineurs encore plus, il faut qu'ils comprennent la bêtise qu'ils ont faite, il faut qu'ils comprennent pourquoi on les punit, il faut qu'ils comprennent que ce sont eux qui peuvent sortir de ce parcours qui peut leur être fatal.
Donc la question, ça n'est pas forcément la répression, le niveau de répression de la sanction. La question, c'est vraiment l'adaptation de la sanction. Pour un mineur, elle doit vraiment être adaptée au fait qu'il a, à l'acte qu'il a commis, aux conditions dans lesquelles il a commis cet acte-là, à sa personnalité. Donc voilà, il faut sans doute plus de juges des enfants, je vais en recruter. Il faut qu'ils aient plus de moyens, j'en donne quelques-uns. Par exemple, je recrute aussi des greffiers, parce que le juge, il a besoin de greffiers à ses côtés. Il faut quelques moyens matériels aussi, donc à des endroits, je fais des travaux dans les tribunaux, j'augmente un peu le mobilier, ou parfois j'informatise, enfin pas parfois, en général, dans toutes les juridictions, j'informatise pour dégager le personnel d'un certain nombre de tâches qui mangent du temps et qui ne demandent pas un grand niveau de qualification et qui est un peu abrutissant. Donc il vaut mieux que la machine le fasse, de sorte que le personnel peut aller faire des tâches plus élaborées. Donc il faut améliorer les conditions, il faut améliorer l'environnement, mais les juges des enfants le savent, eux, il leur faut le temps de comprendre le jeune qui est en face d'eux, pourquoi il a fait ses bêtises, et faire en sorte qu'il ne récidive pas, justement. Et pour cela, je recrute des éducateurs, en nombre important, de façon à ce que les éducateurs puissent prendre en charge très vite les jeunes sur lesquels un jugement a été prononcé. J'ai répondu à tout le monde. Il y en avait une dernière. C'était si vous avez pensé à un projet concernant l'éducation de la justice à l'école. Ah oui, je vous ai répondu spontanément ça, mais oui. Je pense que c'est très important. Je travaille avec le ministre de l'Éducation nationale. Déjà pour les jeunes en difficulté, nous avons des classes relais. Et c'est moi qui mets les éducateurs dans les classes relais, de façon à ce que les jeunes soient pris en charge. Ça marche assez bien, oui monsieur le préfet, nous en allons. Ça marche assez bien puisque nous avons ramené plus de 80% des jeunes dans le milieu scolaire, avec le système des classes relais. Donc ça fonctionne, je le renforce. Et puis il y a ça, je vais faire des tournées d'établissements scolaires avec le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Payon, de même sans monsieur le ministre, vous avez vu, que je viens butiner votre jeunesse, votre curiosité, votre intelligence, et je vous remercie pour ce moment passé avec vous, qui a été très agréable, vous l'avez constaté, parce que je suis incapable de partir. Je veux remercier mes enseignants pour la qualité de votre préparation, donc merci à tous, et puis en juin, 100% de succès au bac. D'accord ?